Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Cheikh Mbow. Il est le directeur exécutif de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique sénégalaise, la COSYDEP. Monsieur Mbow, bonjour et merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Cordé, en profiter pour saluer toute l'équipe de Walf pour le travail qui est abattu. Merci. Peut-être aussi en ce mois béni de Ramadan et de Carême. En profiter aussi pour demander pardon. Pardon à tous les Sénégalais, pardon à nos collaborateurs directs au niveau national comme dans les régions, à nos partenaires, nos amis, nos familles. Et accorder le nôtre aussi. Et souhaiter prier pour que ce mois de recueillement, de prière et d'introspection nous amène vers la sérénité requise pour pouvoir construire et bâtir le Sénégal prospère que nous souhaitons. Merci. Merci beaucoup, Cheikh Mbow. Merci et vivement que ces prières soient exaucées. Et donc, nous en profitons également pour présenter nos vœux, en tout cas notre pardon à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'école sénégalaise. Monsieur Cheikh Mbow, vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. La COSYDEP, vous jouez un rôle souvent de médiation dans la crise qui secoue souvent nos universités ou nos écoles. On a entendu cette sortie du procureur de la République sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Le procureur Ibrahima Ndoye qui s'est prononcé sur ce drame, mais aussi qui est tout de suite désavoué par les amicales des étudiants, en tout cas les représentants des étudiants. Que vous inspire cette sortie du procureur Ibrahima Ndoye sur cette affaire? C'est déjà, à partir de cette question, en profiter aussi pour prier pour le repos de l'âme de Abdoulaye Ba, un jeune sur qui comptait sa maman, parce qu'il semble être un fils unique, oui, est parti très tôt. Nous prions donc pour le repos de son âme. Et tous les Abdoulaye Ba que nous avons connus dans le passé. Oui. Prier pour que nous tirions les leçons qu'il faille pour que plus jamais ces situations n'arrivent. Mais aussi insister pour que les enquêtes soient développées, soient faites en tout cas de manière exhaustive pour que la vérité puisse éclore. Nous avons besoin de ça, d'avoir la vérité. C'est ça qui nous permet d'apaiser justement l'âme d'Abdoulaye Ba. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la sortie du procureur... Oui, après l'avoir écouté. Oui, nous l'avons écouté, mais ce que nous retenons, c'est évidemment que ça va dans le sens de version-contestation. Version-contestation. Il fait une sortie qui est contestée par les étudiants. Oui, bien sûr. C'était la même chose avec le point de presse du gouvernement. Nous devons changer de discours, éviter les discours qui radicalisent les uns et les autres. Travailler à ce qu'on ait des approches, des discours qui rapprochent plutôt. Parce que nous avons besoin d'apprendre de ça et de trouver des solutions. Donc de ce point de vue, nous pensons qu'en tout état de cause, qu'il soit battu par des policiers ou qu'il soit tombé du quatrième étage, en tout état de cause, nous constaterons la mort de ce jeune. Voilà ce qui est important. Oui. Et cette mort, dans tous les cas, est due au fait que les franchises universitaires n'avaient pas été respectées. Donc je pense qu'on ne peut ne pas nous attarder sur ces aspects, qu'on laisse l'enquête se développer, se poursuivre oui. Et qu'on travaille à apaiser les cœurs, à apaiser les esprits, à rapprocher les acteurs et à trouver des solutions oui. Et de vraies solutions à cette situation qui se pose. Le dossier est renvoyé en instruction, donc le juge va instruire à charge et à décharge, mais déjà il y a des interpellations. 3 étudiants sont aujourd'hui en détention. Est-ce que cela contribue à apaiser la situation à l'état actuel des choses? Non, pas du tout. Nous pensons que justement, si nous voulons aller vers la réflexion qu'il faille par rapport à cette crise universitaire, nous devons régler ces questions. La première question, à notre avis, qu'il faut régler, c'est de libérer tous les enfants qui sont détenus. Il faut les libérer. Je crois que c'est cela qui est attendu. Pour nous, l'autre aspect, c'est d'arrêter même de traquer d'autres. Parce que nous savions évidemment qu'il y avait des jeunes qui étaient traqués. Oui. Nous pensons qu'il faut aller vers l'apaisement. C'est aussi travailler à ce qu'il y ait, je parlais des discours, qu'on puisse changer complètement le discours. Oui. Et qu'on ne soit plus dans la justification, qu'on ne soit pas sur la défensive, mais qu'on constate que nous avons failli. Et depuis longtemps, notre système universitaire se porte très très mal.
Donc nous devons aujourd'hui engager les Sénégalais, engager les experts, engager les bonnes volontés à penser solution. C'est cela dont nous avons besoin. Vous avez une expérience dans la médiation, Cheikh Mbow. On vous connaît comme étant un facilitateur, en tout cas souvent, pour désamorcer certaines crises. Selon vous, comment on en est arrivé à ce point? Pour vous, est-ce que la réforme qui a été agitée par l'État du Sénégal a été bien conduite jusqu'à ce qu'on assiste à cette situation? Oui, c'est vrai que très souvent nous sommes obligés de fermer nos programmes pour nous engager vers des actions de facilitation. Oui. Parce que le cœur des métiers de la COSYDEP, ce n'est pas la facilitation. Pour la médiation, il y a des institutions dédiées. Oui. Mais vous le savez, chaque fois qu'il y a crise, nos programmes ne peuvent plus avoir de sens quand il y a une instabilité du système scolaire ou universitaire. Oui. Et nous sommes sur le droit à l'éducation. Oui. Nous travaillons sur comment adresser les facteurs qui déterminent la qualité de l'éducation. Mais on ne peut pas le faire chaque fois qu'il y a crise. C'est pourquoi, quand il y a crise, nous sommes obligés de porter d'autres habits pour aller vers la facilitation. La facilitation, c'est le rapprochement des acteurs, de jouer la médiation. Faire rapprocher les acteurs et créer, aménager des espaces de dialogue positifs. Voilà ce que nous faisons. Alors pour ce cas-ci, je pense que l'une des leçons que je retiens de ce qui se passe en termes de médiation ou de facilitation, c'est que nous avons un pays qui ne semble pas suffisamment exploiter les alertes qui sont lancées. Vous savez, cette question qui est posée ne date pas d'aujourd'hui. Cela a tapé à la porte depuis longtemps. Les gens avaient alerté depuis longtemps, y compris nous. Donc nous devons avoir un dispositif qui collecte les alertes, qui les analyse, qui les exploite pour pouvoir anticiper. Le signal a été donné en novembre. Depuis novembre. Avec cette crise qui a secoué l'université. Donc il est aujourd'hui important que nos systèmes soient plus dans l'anticipation. Que l'on puisse arrêter d'être dans un système qui ressemble à des sapeurs-pompiers, où on n'est que dans la réaction. Il aurait fallu qu'il y ait grève pour réagir, ou bien qu'il y ait marche pour agir. Il aurait fallu qu'il y ait mort pour agir. C'est ça qu'il faut arrêter. Nous devons être plus anticipatoires. Et évidemment, et ça, nous avons la chance d'avoir une société, ce n'est le Sénégal, une société où il y a beaucoup de voix citoyennes qui s'élèvent à temps. Vous de la presse, nous de la société civile, les syndicats, les amicales. Donc, on a suffisamment alerté, mais très souvent, c'est très mal exploité, c'est très mal traité. Voilà ce qui fait évidemment que ça mal perçu aussi par l'État. Oui, mais c'est ça qu'il faut arrêter. L'État ne prend pas en compte ces alertes qui sont souvent lancées. Moi, vraiment, la leçon principale qui dépasse même la crise universitaire, qu'il faut appliquer au fonctionnement du pays, c'est que nous devons avoir un dispositif qui collecte les alertes, qui les analyse, qui les exploite, pour qu'on ne soit pas tout le temps sur la défensive ou être dans des solutions de début. Ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel et qui justifie qu'on en soit arrivé là. Malheureusement, si nous regardons l'histoire passée, pour toutes les crises que nous avions connues à l'université, c'était la même chose. Oui. Il a toujours fallu qu'il y ait mort d'étudiants pour que les gens trouvent des solutions. Nous devons bannir cette approche-là liée à la réaction. Ouais. Alors maintenant, Cheikh Mbow, comment vous appréciez cette décision du reste radical prise par les amicales, en tout cas d'étudiants, même si ces amicales sont suspendues, ils ont quand même fait une réunion pour prendre des décisions, parmi lesquelles la suspension ou la cessation des enseignements, mais aussi la paralysie du système éducatif. Vous êtes un acteur de l'éducation publique. Comment vous appréciez cette décision qui tend à paralyser tout le système éducatif? Écoutez, ce que nous disons, c'est déjà... La crise dépasse maintenant l'université et s'élargit aux écoles. Ce que ça m'inspire, la première chose, c'est qu'il faut lever cette suspension sur les amicales. Autrement, les autorités n'auront pas d'interlocuteurs crédibles. Nous pensons qu'il faut comprendre que justement, ils ont été élus de manière démocratique. Ils représentent la voix des étudiants. C'est plus organisé quand on parle à des structures qui sont organisées. Excusez-moi le pléonasme. Donc voilà pour nous ce qui est important dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut dire que chaque fois qu'il y a ces crises, il faut rappeler que ça a impacté surtout les universités publiques. Oui. Les privés fonctionnent. Donc c'est dans les universités publiques où nous avons un fort taux d'enfants de familles modestes. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas attention, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on continue à creuser la distance entre riches et pauvres. Or, l'université, comme l'école de manière générale, l'éducation de manière générale, a aussi pour fonction de tendre la main aux plus démunis pour les relever. Donc considérons que ce sont les universités publiques.
Généralement, quand ça se passe dans les universités publiques, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on a toujours constaté, c'est que ils vont aller déloger leurs frères, leurs petits frères, leurs petites sœurs qui sont dans les collèges et lycées. S'ils ne se sentent pas entendus, s'ils ne se sentent pas écoutés. Voilà ce qui est arrivé. Et ce qui va se passer, c'est que soit que ces enfants-là vont suivre un peu leurs aînés, ou il y aura aussi des contestations, des confrontations et que entre élèves. Le mot d'ordre qui est donné, c'est que cette décision soit appliquée à l'échelle nationale. Oui, mais je dis, c'est ça qui inquiète, mais qui se comprend. Parce que, comme j'ai dit, quand vous n'avez plus d'amicale comme interlocuteur, quand ils ne se sentent pas écoutés, quand vous fermez l'université, ils sont éparpillés sur l'ensemble du territoire. Ce qu'ils vont faire, voilà, ça c'est un réflexe d'étudiants, ils vont aller sortir les enfants. S'ils sortent les enfants, comme j'ai dit, il y a deux situations. Ou alors que ces enfants-là collaborent en respectant le mot d'ordre de leur aîné, ou alors ils vont se confronter, ils vont s'affronter. Il y en a déjà eu à Saint-Louis. Ça crée encore des difficultés. Il y en a déjà eu à Saint-Louis. Et après, ce qui va arriver, ce qui va arriver, c'est aller à l'élémentaire. Après, c'est les universités privées. Après, c'est les écoles privées. Donc, nous devons arrêter ça. Nous devons stopper ça à temps. Autrement, ça risque les jeunes, 75% des jeunes. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, à notre avis, c'est pour moi, il faut libérer tous les étudiants qui sont détenus. 2, il faut arrêter de les traquer. 3, à notre avis, il est important que les engagements qui avaient été pris il y a de cela 3 mois, en termes de satisfaction des rappels, il faut que ces engagements soient respectés et communiquent autour. 4, nous pensons qu'il faut aujourd'hui travailler à ce qu'il y ait un respect strict des franchises universitaires. Tout ça, ce sont des préalables. Et 5, nous considérons qu'à ce niveau de complexité, parce que les étudiants sont en situation de crise, les enseignants sont aussi en grève. On va y revenir. Les autres établissements sont en train d'être sortis. À ce niveau de complexité, nous pensons que la voix du président de la République est nécessaire. Et pour vous, Cheikh Mbow, pensez-vous que les étudiants devraient aller jusqu'à élargir leur mouvement aux établissements publics scolaires? Bon, écoutez, pour certains, l'État doit prendre ses responsabilités et ne pas permettre la cessation des cours dans l'élémentaire ou dans le moyen secondaire. Oui, tu sais, en termes de stratégie de lutte des étudiants, ça fait partie des stratégies classiques qu'ils développent. À notre avis, évidemment, on n'aurait même pas souhaité, je ne dis même pas qu'ils délogent ces enfants, mais qu'ils soient même en grève, ces étudiants-là. Le savoir ne doit jamais être fermé. Donc on ne souhaite pas du tout qu'il y ait des turbulences, on ne souhaite pas du tout qu'il y ait une instabilité. Mais quand une crise est là, évidemment, en termes de répercussions, en termes d'impact, ça peut aller dans tous les sens. C'est pourquoi il faut adresser la question à la base. La base, c'est aujourd'hui des protestations, des contestations d'étudiants qui ne semblent pas être suffisamment écoutés. Et ça, pour nous, il faut le régler. Et ça, pour le régler, comme tu dis, il faut le régler déjà du point de vue immatériel. Immatériel, ça veut dire avoir un environnement qui soit plus serein, où les gens vont être plus calmes, où le discours va être mieux maîtrisé. C'est ça qui permet de recréer la confiance entre les différentes parties prenantes. Ça, c'est pour nous, c'est un aspect essentiel. Et maintenant, adresser les préalables que je vais signaler, et à partir de là, on peut maintenant aller profondément vers les réformes qui sont nécessaires. Parce que tout le monde le sait, aujourd'hui, notre université ne fonctionne pas comme il faut. Bourse pour tous, ce n'est pas soutenable. Orientation pour tous à l'université, c'est pas pour le moment soutenable. Donc, le modèle économique qui est là, comment on finance l'université, il faut repenser ça. Mais pour pouvoir aller vers la... Il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait des réformes, c'est clair. Mais je dis, des réformes, ça ne peut jamais être radical et brutal. Quand on engage des réformes, il y a des prérequis. De façon progressive. Il y a des prérequis, il y a des préalables à poser. Il faut préparer justement l'environnement des réformes pour que tu puisses avoir une écoute positive, une écoute de qualité. Quand les gens ne se font pas confiance, ils ne vont pas produire, ils ne vont pas bien réfléchir, ils ne vont pas bien réformer, ils ne vont pas accepter ce qui va ressortir de ça. On est d'accord qu'il faut aller vers les réformes de notre système universitaire, ça c'est clair, je crois qu'aucun acteur ne le rejette. Mais pour ce faire, réglons ces questions d'ordre matériel, réglons-les tout de suite et maintenant, faisons en sorte qu'on soit dans les conditions minimales nous permettant d'être en tout cas plus profond par rapport à ces réformes qui sont exigées. Alors, il y a déjà des organes qui sont en médiation pour désamorcer cette crise. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la société civile scolaire puisse s'impliquer dans cette voie de écoute, on y est. Ouais. Comme tu dis, la facilitation, je le dis à mon équipe,
ça se fait jamais avec du bruit. Nous, on y est, on a reçu les étudiants, nous avons discuté avec des autorités du ministère et nous y sommes. Je voudrais en profiter pour saluer le professeur Seydi Ababacar Ndiaye, qui aujourd'hui va manager le comité de dialogue social dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'ancien secrétaire général du CES, oui. Mais par ailleurs universitaire. Et ensuite membre aussi de la société civile. Donc oui, on y est, mais sans bruit, parce que véritablement les meilleures médiations, c'est des médiations qui sont silencieuses. Donc je ne vous dirai pas ce que nous sommes en train de faire, oui. Mais évidemment on ne peut pas être passif. Donc nous sommes en train d'y travailler. Mais l'idée aujourd'hui en termes de message à lancer, oui. C'est de dire aux autorités, et tout à l'heure je parlais du président de la République, oui. À ce niveau de complexité, nous avons besoin d'avoir cette voix qui nous apaise, cette voix qui constitue le père de la nation, comme qui nous apaise, et qui même oui. Devrait pouvoir recevoir les étudiants pour les calmer, les rassurer. Oui. Tant qu'on ne règle pas ce climat de sérénité nécessaire, tant qu'on ne le règle pas, il sera difficile oui. De réfléchir. Une rencontre avec le président, c'est aussi une des conditions posées par les étudiants. Non, pas en termes de conditions. Il faut arrêter de poser certains aspects en termes de conditions. Je dis, c'est une demande, tout simplement. Nous pensons que ça doit être naturel, parce qu'aujourd'hui, le niveau de la crise est tellement profond que le président lui-même devrait s'autosaisir pour dire « Je fais une adresse à la nation, tel jour à telle heure, à l'endroit des étudiants, mes fils ». Ça, pour nous, il peut le faire. Et ensuite, il devrait pouvoir les recevoir ouais. Pour pouvoir les écouter. C'est tout ce que demandent les étudiants. Les écouter et prendre certaines décisions. Parce qu'il y a des décisions qui, peut-être, des fois, ne peuvent être prises que par le président de la République. Donc, à ce niveau, nous pensons que l'une des pistes de solution serait aussi cela. Mais en attendant, apaisons les cœurs, en attendant, gérons les discours, faisons en sorte qu'on ne soit pas agressif. Arrêtons ces versions, contestations, points de presse, contestations. Ça ne va pas dans le sens de nous calmer. Libérons ces jeunes-là, arrêtons de les traquer. Voilà ce qu'il faut faire. Les engagements qui avaient été pris, respectons-les. Si on le fait, on sera dans des conditions minimales pour pouvoir justement approfondir les réformes. Alors, cher Mbow, cette crise universitaire est venue se greffer à un front social qui était déjà en ébullition avec la grève de certains syndicats, notamment les enseignants, le G7 qui est en mouvement depuis quelques mois, qui déroule aujourd'hui son 4e plan d'action. Quel regard également vous jetez sur ce mouvement d'humeur dans l'enseignement? Écoutez, je pense que l'analyse, c'est presque la même. Hein. Comme j'ai dit, que ce soit les enseignants ou les étudiants, nous devons juste apprendre à mieux analyser, à exploiter les alertes. Il y a eu des préavis, il y a eu des alertes, il y a eu des déclarations, il faut les exploiter. Ça, pour nous, c'est un aspect qui est essentiel et qui s'adresse à tous. Mais nous devons aussi repenser la façon dont nous le faisons en étant plus holistique, en ne nous limitant pas seulement sur un aspect. Vous avez vu, il y a eu crise à l'université, ces étudiants sont allés sortir les élèves du moyen secondaire. Donc le lien est établi. Avec toutes les conséquences que cela implique. Le lien est établi. Donc si on continue à réfléchir de manière parcellaire, nous ne trouverons jamais de vraies solutions. Ça, c'est un aspect. Maintenant, pour ce qui est des syndicats d'enseignants, qui en sont à leur 4e plan d'action, nous espérons, nous prions pour que ça se limite à ce 4e plan d'action, parce qu'il y aura des signaux assez importants. Est-ce qu'il y a un dialogue sincère entre les syndicats, le G7 et le gouvernement? Bon, nous avons essayé, nous, de contribuer. Vous étiez là-bas, Walf Fadjri, en organisant une rencontre entre le gouvernement et les syndicats, avec la participation de certaines organisations de la société civile. Je crois que ça a été une rencontre importante, parce que ça a permis de renouer le dialogue. Maintenant, nous, ce n'était pas un moment de réflexion technique ou de négociation, mais c'était renouer le dialogue. Et je crois que toutes les deux parties ont beaucoup apprécié. Nous avions le ministre de la fonction publique, qui est maître d'œuvre de cela, le ministre de l'Éducation, et les ministères des Finances et de la formation professionnelle qui étaient représentés. Nous avons eu tous les syndicats du G7, qui étaient tous présents. Ils ont eu à décliner, à rappeler leurs revendications. Ils nous ont dit aussi leurs attentes vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement a accepté, a reconnu la légitimité de leurs revendications et a signalé évidemment les efforts qui sont consentis pour se projeter sur les perspectives. Des rendez-vous sont donnés. Rendez-vous entre les syndicats, ce qu'ils appellent les rencontres sectorielles, et le ministère de l'urbanisme par exemple. Rendez-vous pour que le comité national de dialogue, le comité de suivi des accords, puisse se réunir de manière beaucoup plus périodique. Le ministre de la fonction publique a pris cet engagement.
Donc, si évidemment ce comité se réunissait de manière périodique, pas seulement en situation de crise, et que les rencontres sectorielles se tiennent, qu'il n'y ait pas de rupture dans le dialogue. Si on le fait, nous avons espoir qu'il n'y aura pas de 5e plan d'action. Parce que c'était ça un peu notre objectif en organisant ce panel multi-acteurs qui avait donc mis en avant ces différentes parties prenantes. Donc, oui, nous avons de l'espoir que ça pourrait évidemment se calmer, mais évidemment que pour que ça se calme, il faut que les uns et les autres puissent être dans ces dispositions. C'était ça leurs engagements durant ce panel. Nous osons espérer que ces engagements vont être respectés par de part et d'autre. Le Sénégal, Cheikh Mbow, traverse une période très mouvementée en termes d'actes qui aujourd'hui ne plaident pas pour une stabilité, notamment sur le front social. On voit cette crise dans l'éducation, mais aussi il n'y a pas que l'éducation. Il y a aussi la santé, il y a cette crise universitaire. Comment vous appréciez toute cette situation aujourd'hui, cette période que traverse le Sénégal? Oui, c'est des crises multiformes. Avec une crise multiforme. Multiforme, quoi. Crise de valeurs, crise sociale, crise politique, crise économique. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé avec le positionnement de certaines institutions. Donc le débat qu'il y a eu autour de dettes cachées ou pas, crise politique, crise sociale, je le disais. Donc des crises donc de toute nature. Maintenant, face à cette situation, c'est de montrer que nous sommes dans un monde aujourd'hui devenu turbulent. Un monde turbulent et un monde aussi qui change. Il est turbulent parce qu'il y a beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas toujours. Crise climatique, je pense par exemple à la crise climatique. Il y a de nouveaux facteurs que nous ne maîtrisons pas. Ce monde-là est turbulent parce que, évidemment, les réponses classiques qu'on avait chaque fois qu'il y avait crise ne passent plus. Ça ne passe plus parce que, je veux dire, il y a je l'appelle un troisième acteur virtuel à travers le digital, le numérique, qui fait que l'Internet, l'information circule, tout le monde comprend ce qui se passe. Les gens sont devenus plus exigeants parce qu'ils sont plus sachants. Quand on est sachant, on devient exigeant. Donc l'information est à la portée de tout le monde. Mais à côté de cette information qui est à la portée de tout le monde, cette bonne information, il y a de la désinformation. Il y a une autre guerre qui se mène autour de ça. Donc, c'est tous ces éléments qui font que nous devons avoir un Sénégal qui soit plus réuni, où on s'accorde sur l'essentiel. Et vous avez, vous aussi, en tant que presse, pour moi, un rôle important à jouer, en laissant tout ce qui est l'entrée par les buzz. Mais comment repenser un peu la qualité du débat dans ce pays? Et comment faire prévaloir les débats du point de vue économique, social, ces questions de développement qui devraient évidemment avancer. Nous faisons des voyages, nous regardons ce qui se passe ailleurs. Très souvent, les unes des journaux, les grands plateaux, c'est des plateaux qui nous amènent, qui nous invitent à réfléchir sur des questions de développement. Nous ne le faisons pas toujours. Cette crise-là fait aussi que ce pays, c'est un pays qui est majoritairement fait de jeunes, 75%. Ça veut dire que 3/4 des Sénégalais sont des jeunes. Un jeune, nous savons, ce qu'il veut, c'est évidemment être éduqué. L'éducation, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'insertion. Donc il y a ce chômage qui est là, les enfants qui sont désœuvrés. Tout cela fait évidemment que ça peut impacter et renforcer cette crise que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, il y a un changement de paradigme à ce niveau. Nous avons malheureusement un système éducatif qui aujourd'hui est trop fondé sur comment on appelle, la mémorisation, la restitution. Il nous faut créer d'autres types de Sénégalais qui aient ce que j'appelle une intelligence beaucoup plus pratique, qui ait une capacité de réflexion critique, qui ait un esprit de discernement, qui soit capable évidemment d'être dans l'ingéniosité, dans la créativité. Nous devons changer de type d'homme parce que les métiers de demain, nous ne les connaissons pas. Les crises de demain, nous ne les connaissons pas. Donc, il nous faut avoir des Sénégalais qui soient plus résilients. Faire face aux défis de l'heure. Pour faire face aux défis de l'heure et être capable aussi d'affronter les défis à venir. Mais ça, c'est un autre type de Sénégalais qu'il faut bâtir. C'est pourquoi, dans cette crise, la solution, le choix pour nous, l'entrée, ça devrait être l'éducation. Nous devons nous dire que c'est en nos jeunes que nous devons bâtir les compétences et les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent affronter le monde. Il y a cette question d'un individu qui distribue des billets de banque dans les écoles. Vous avez écho de cette information? Oui, j'ai vu, j'ai vu aussi. Milliardaire coétien. Oui, bon, j'ai vu, mais bon, voilà, ça aussi. Ça a suscité un communiqué du ministère. C'est dommage, quoi. Je dis, il faut qu'on sache
le cœur des débats, quoi, sur quels sont les véritables enjeux et qu'on puisse... Pour vous, ça ne nécessitait pas un communiqué bon, quand j'ai écouté aussi des acteurs de l'école qui avaient été indiqués, ces acteurs semblent dire que c'était un geste de quelqu'un qui, voilà, en tant que musulman, voulait offrir cela aux enfants et même aux enseignants. Voilà comment il a expliqué de manière simple, de bienfaisance. Il semble dire que... Il a été auditionné par le voilà, ministère. Et puis il l'a pas fait, il est entré par l'administration de l'école, à discuter avec les autorités de l'école avant de pouvoir accéder au... Bon, bref. C'est une affaire à suivre. Oui, à suivre, mais moi je voudrais concentrer mon énergie plus sur d'autres enjeux. Il y a des enjeux pour moi plus forts, des enjeux sur lesquels nous devons réfléchir davantage. Nous devons mettre le doigt parce que si nous sommes sur les vrais enjeux, ça nous permettra d'avoir les vraies solutions. Mais nous ne devons pas être, comme tu dis, détournés ou... Merci beaucoup, en tout cas, Cheikh Mbow. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur un plateau. C'est moi, Codé, qui vous encourage, je vous félicite pour le travail important que vous faites et pour l'attention que vous accordez pour le secteur de l'éducation et de la formation. Merci beaucoup. Merci.